Si je vous parle d'interface, vous pensez soit à une interface visuelle pour qu'un utilisateur interagisse avec une application, ou une API pour qu'un autre service se connecte à votre service. Pour certains devs, il n'y a ni humain ni API. Mais les interactions se font avec des bactéries, des protéines ou même des cellules. Et si vous trouvez que vos utilisateurs ne font pas toujours ce qu'ils devraient faire, dites-vous qu'une bactérie est encore moins docile. Mais alors, comment devient-on dev dans la biotech? Le vivant a-t-il sa place dans la machine? Et surtout, dois-je réviser mes cours de bio? Pour répondre à ces questions organiques, je ne reçois pas Miles Warren, mais il s'y connaît en cellules. Stéphane, bonjour. Bonjour. Cosa Vostra. Bonjour, je suis Bruno Soulès, je suis un dev, D-E-V, pour différents, extraordinaires et visionnaires. Bienvenue dans If This Then Dev, le podcast qui veut résoudre le problème avant de passer au dev. Chaque semaine, je recevrai un expert pour décoder un sujet ou une tendance de notre formidable métier d'artisan du numérique. Sans en faire un tuto, nous parlerons d'une techno ou de notre quotidien de dev. Une discussion sans boucle, sans condition, mais compilée, afin d'en comprendre tous les éléments avant de passer au dev. Ce podcast est une production Cosa Vostra, où nous codons comme nous accompagnons nos clients, en étant différents, extraordinaires et visionnaires. Alors Stéphane, est-ce que tu peux te présenter pour les gens qui ne te connaîtraient peut-être pas ? Alors, je m'appelle Stéphane Gasser, je suis directeur scientifique et technique de la société Glowy, qui est une biotech qui développe des dispositifs lumineux à base de bactéries bioluminescentes. Ok. Donc toi, tu as ce rôle de directeur scientifique et technique. Comment est-ce que tu définirais cette distinction de scientifique que tu as dans ton titre que d'autres CTO n'ont pas ? D'accord. Et ben en fait, je suis pas juste un chef de développeur, finalement. J'encadre des gens qui sont ingénieurs et scientifiques potentiellement dans des disciplines qui n'ont rien à voir avec du code. En particulier des microbiologistes, par exemple, qui travaillent sur l'optimisation, finalement, le choix de nos bactéries pour trouver les bactéries les plus performantes, les milieux de culture qui leur correspondent, etc. Et donc, il y a une partie scientifique qui dépasse de loin l'aspect développement logiciel ou hardware qui va avec finalement ces petites bactéries-là. Parce que du coup, l'aspect biologie est aussi au sein d'une direction du coup technique. Enfin, tu gères aussi bien des devs que des... Oui, c'est ça. Effectivement, il y a des ingénieurs bioprocédés, par exemple, qui ont pour rôle de faire des cultures cellulaires les plus efficaces possibles. Nous, pour l'efficacité, consiste à produire de la lumière avec nos bactéries le plus longtemps possible et de manière la plus stable possible. Ok. Alors, je trouve ça assez fascinant en fait comme usage. Donc, juste, on va essayer de comprendre un petit peu plus ce que vous faites chez Glowy, et après on parlera de ces spécificités de la biotech. Donc l'idée c'est quoi? C'est des éclairages de ville, à quel point c'est lumineux? Alors, c'est des lumières relativement faibles, tamisées, qu'on peut regarder droit dans les yeux, entre guillemets, directement, sans jamais être ébloui. On est sur des quelques lumens, finalement. Tout le monde connaît un petit peu les lumens sur les lampes qu'on a à la maison. Typiquement, on est à quelques centaines de lumens à la maison. Là, on est plutôt à la dizaine de lumens. Okay. Quelques lumens à quelques dizaines de lumens sur des volumes qui dépendent un petit peu de nos aquariums, parce que finalement, nos bactéries, c'est des bactéries marines qui ont l'habitude de vivre dans l'eau, et on les cultive donc dans ce milieu liquide comme si c'était un aquarium qui, de facto, est lumineux. Et j'imagine qu'il n'y a pas de bouton on-off. Pas véritablement. Alors, on peut quand même un petit peu contrôler la lumière. En tout cas, c'est plus facile de l'éteindre que de l'allumer. Tout simplement, les bactéries qu'on utilise, c'est des bactéries qui peuvent vivre sans oxygène, mais qui ne font de la lumière qu'avec de l'oxygène. Donc nous, on vient finalement buller de l'air dans notre milieu, et quand on coupe l'oxygène, au bout de quelques dizaines de secondes, en fait, les bactéries arrêtent de produire de la lumière pour passer sur un mode plutôt de fermentation que de respiration. Ok, c'est assez fascinant. Toi aujourd'hui, tu as plutôt un passé du coup côté biologie, côté dev.
Comment t'es arrivé là? Comment t'es arrivé là? Alors moi je suis plutôt physicien au départ de Ok, rien à formation, même si j'ai toujours mis du logiciel un peu partout où je suis passé. En fait, il y a une tradition chez les physiciens qui font de la modélisation de développer du code. On parle du projet Manhattan par exemple. Il y avait des gens qui ont développé des logiciels, enfin on parlait peut-être pas de logiciels, mais qui codaient sur des machines. C'est les premiers ordinateurs quelque part. Mhm. Hein. Donc la tradition du physicien qui fait du code, j'en fais partie d'une certaine manière. J'ai jamais véritablement eu un poste de dev à 100%. J'ai plutôt été dans des situations où j'utilisais du code à l'occasion et souvent c'est un petit peu ce qui me distinguait de certains de mes collègues qui n'avaient pas cette culture du logiciel parce que en fait je m'aperçois qu'on peut en mettre un petit peu partout dans les domaines scientifiques et techniques et que pourtant c'est pas si développé que ça et je continue à me surprendre de cette situation-là qui perdure. Ouais. Il y a longtemps, moi, quand j'ai commencé ma carrière, il y avait, je ne sais plus dans quel contexte j'avais entendu ça, mais que les biologistes, non, les chimistes faisaient de bons développeurs. Ça, j'ai pas eu l'occasion de fréquenter beaucoup de chimistes développeurs, malheureusement. C'est une bonne question. Alors, non, malheureusement, je connais plutôt des physiciens qui ont fait ce genre de choses. Tous les physiciens ne le font pas, mais certains sont plutôt bons développeurs, hein, pour le coup. Ouais. Donc, c'est marrant, je trouve ce pont qu'il existe entre les sciences. En fait, c'est là où tu vois qu'on est quand même des métiers très... je vais pas dire pragmatiques, mais en fait, il y a un côté très... Il y a une démarche scientifique, en fait, aussi dans le dev qu'on retrouve. Oui, on a un petit peu les mêmes logiques. Hein. Il y a quand même des bases mathématiques dans le développement qui sont relativement anciennes. C'est quelque part une branche extrême des maths appliquées, hein, l'informatique. Et moi, ce que je vois plus généralement, hein, c'est qu'entre un ingénieur, quelle que soit sa discipline, hein, y compris dans des domaines aussi éloignés que les bioprocédés, et des développeurs ou des physiciens, etc., on est un peu câblé pareil. On fonctionne de la même manière et j'arrive très facilement à encadrer des équipes de scientifiques, d'ingénieurs, pourtant avec des disciplines assez extrêmes en termes d'éloignement et pourtant je serais incapable d'encadrer des commerciaux ou des gens qui ne travaillent pas du tout comme nous quelque part, qui fonctionnent pas en termes de raisonnement, qui marchent plutôt à l'émotion, etc. Enfin, on est pourtant sur des domaines d'application très différents. C'est-à-dire que tu as d'un côté des gens qui ont un clavier, une souris et il y a effectivement une machine qui fait exactement ce qu'on lui demande. Et de l'autre côté, des gens qui traitent avec le vivant. Alors, on peut discuter est-ce qu'une bactérie est vivante ou pas, mais... Si, la bactérie, c'est vivant. La bactérie est vivante. En tout cas, non, le virus n'est pas forcément complètement vivant, mais... Quoique, c'est vraiment à la limite. Hein, ouais, c'est ça. C'était sur le virus, effectivement, la question se pose. Mais donc, il travaille sur du vivant, qui est du coup beaucoup moins docile, on va dire, qu'une machine. Est-ce que du coup, ces deux équipes travaillent déjà bien ensemble ou est-ce qu'il y a quand même des rituels ou des petits trucs à avoir pour que ça se passe bien? En fait, c'est plutôt segmenté, c'est-à-dire que en fait, les gens qui travaillent en microbiologie ne travaillent pas si souvent que ça avec des gens qui sont en automatisme, par exemple. Alors, il y a une espèce de continuité chez nous entre la microbiologie qui est à l'extrême du spectre, le bioprocédé, qui sont des gens beaucoup plus appliqués, mais qui manipulent du vivant. Ensuite, on va vers le génie des procédés, donc là, plutôt de la manipulation de fluides, sans que ça soit spécifiquement vivant. Il se trouve que nos fluides contiennent des bactéries, mais les raisonnements sont un petit peu différents. Et les automaticiens, ou finalement les développeurs de logiciels orientés un peu hardware quand même, qui eux ne raisonnent pas du tout de la même manière, enfin sur les mêmes problématiques. Donc on a quelque chose qui est très dev d'un côté, pas du tout dev de l'autre, et comme il y a cette espèce de continuité, je dirais qu'on est plutôt à avoir sur quatre pôles, 3 interfaces, et les microbiologistes travaillent finalement quasiment jamais avec les automaticiens. Ok. Et alors donc du coup, vu qu'ils travaillent sur des... Parce qu'au final, tout le monde travaille sur le même
enfin, déjà dans la même entreprise, mais donc du coup sur le même, un peu Oui, le même type de produit. le même Ouais. type de produit. À quel point est-ce que les méthodes de travail, elles enfin, tu vois, est-ce que du coup, tu as une espèce de... Tu vois, tu parlais de continuité tout à l'heure. Est-ce que tu as cette continuité aussi dans le travail, dans les process, dans l'organisation? Ou encore une fois, ça n'a rien à voir? Alors ça, on change beaucoup de méthodologie. Tout simplement, tout ce qui est dev, par exemple, les notions de test, etc. Il y a un équivalent chez les biologistes, ça revient à faire plusieurs fois la même expérience. Des duplicats, des triplicats, ils ont cette culture-là. C'est l'équivalent des tests qu'on ferait en développement. Mais de facto, c'est pas du tout la même approche, même manière d'aborder les choses. Qu'est-ce qu'on aurait également en termes de qualité? On est sur essentiellement les biologistes vont avoir tendance à écrire des protocoles pour cadrer au maximum leur expérience et sous réserve qu'ils s'y tiennent, hein, parce que parfois la tendance naturelle est de ne pas respecter à 100% le protocole et à faire comme on a cru comprendre plutôt que de suivre la méthodologie. Mais finalement, on est sur ces histoires de respect d'un protocole. C'est finalement un équivalent de tout l'aspect qualité qu'on va mettre sur un code. Ça ressemblerait aussi un petit peu à nos specs. C'est-à-dire qu'on écrit nos specs avant, mais on ne les respecte pas toujours forcément à la lettre ou... Pas toujours, ouais, effectivement. Et on sait qu'il faudrait effectivement être un peu plus méthodique parfois quand on développe. Et quand on a juste un truc à faire rapidement, ben, on est un petit peu moins rigoureux et on sait à quoi ça mène en général si jamais ce bout de code qui a été développé à l'arrache, finalement, arrive en prod. Hein. C'est catastrophique en général. Quand on préparait cet épisode aussi, tu me racontais le... Alors, je sais plus comment on était arrivé là, mais il y avait une espèce d'analogie entre le debug chez les devs et chez les biologistes, où tu m'expliquais que une expérience en biologie peut changer oui. tout. Alors là c'est peut-être ce qui fait la plus grande différenciation finalement, c'est que dans les sciences de la vie, on est sur des sciences qui sont pas exactes, qui sont beaucoup moins reproductibles, et c'est comme si vous aviez finalement des gens qui vous introduisaient du code, du bug dans vos codes sans que vous fassiez quoi que ce soit de particulier. Et en particulier, une problématique qui revient souvent dans ces culture bactérienne, c'est que s'il y a une autre bactérie qui passe par là, vous avez mal fait votre protocole de stérilisation, ou tout simplement un coup de pas de bol, il y avait une bactérie particulièrement costaud, un micro-organisme, une levure, n'importe quoi, qui s'est coincé dans un coin que vous n'avez pas réussi à laver, et ben, il peut être plus rapide en termes de croissance que... on est sur des croissances exponentielles quand les bactéries sont en démarrage de culture. Si la levure qui était passée par là, elle croît plus vite, en fait, vos bactéries, elles vont pas pouvoir pousser comme prévu. Il y aura quelqu'un qui aura pris sa place. Hein. C'est un peu boucle d'or. Et donc, du coup, ils se retrouvent avec des expériences qui peuvent dégénérer complètement. Et il faut après réussir à analyser pourquoi, comment. Et donc, voilà, d'où l'intérêt notamment de cette tendance à faire des triplicats. Hein. Pourquoi 3 d'ailleurs on peut en faire plus, hein, mais 3 c'est bien parce que s'il y en a 2 qui se ressemblent et une qui est vraiment différente, on peut se dire que c'est celle qui est différente qui a dû probablement déconner. Et donc on peut se dire qu'on ne jette pas complètement l'expérience à la poubelle. Avec 2, on ne sait pas laquelle était la bonne finalement. Ouais. C'est aussi les problèmes qu'on a dans l'aéronautique. Pendant un moment, on a vu ça, il y a des capteurs qui étaient juste en double. Et du coup, quand il y en a un qui est déficient, on ne sait pas lequel est juste et lequel est faux. Ouais, c'est un petit peu la même problématique. Ouais. Justement, quand on parle de capteurs, donc j'imagine que... Tu vois, alors, avant de creuser cette partie-là, ce serait quoi pour toi la différence entre le travail d'un dev classique dans le monde du web versus un dev chez Glowy? Disons que... Alors, si on compare le web, alors
Le front-end, on n'en a pas forcément tant que ça, puisque, enfin, on pourrait, hein, mais en l'occurrence, le contrôle de nos bactéries à distance, de nos systèmes de culture de nos bactéries à distance, c'est finalement réservé à des gens de notre société. On ne fait pas un effort d'affichage finalement ou de qualité visuelle. Ce qu'on veut, c'est juste l'affichage brut finalement des données avec 2 ou 3 boutons. Enfin, c'est quand même très très basique, hein, en termes de front-end. Par contre, en termes de back-end, on est sur probablement quelque chose d'un petit peu plus proche que ça. On est sur un système qui doit répondre. Alors, on est plutôt sur du hardware, hein, malgré tout, que sur du pur soft. On va manipuler finalement des électrovannes, des pompes. On va prendre des mesures avec des capteurs en fonction de l'intensité lumineuse ou de la température. On va avoir telle ou telle action sur tel ou tel actionneur dans notre système. Et là, je dirais que ça ressemble quand même beaucoup plus à un travail de dev classique, hein. Ok. Et il y a un besoin de précision particulière. Tu parlais tout à l'heure du fait qu'une expérience peut varier très rapidement avec un paramètre qu'on n'a pas maîtrisé. Est-ce que du coup, cette maîtrise, notamment de ces pompes, de ces valves que tu évoques, est-ce que ça se fait à la micro-goutte ou en fait, tu vois, à quel point il faut être précis dans les... Alors, ça dépend comment on s'y prend, hein. Si on fait une culture, il y a plusieurs manières de faire des cultures de bactéries. Typiquement, pour simplifier, il y a les cultures en batch, hein. Tout simplement, on met une bactérie, enfin une toute petite quantité de bactéries, et on la laisse pousser jusqu'à ce qu'elle ait complètement mangé tout ce qu'il y avait à manger dans le système. Et il y a comment on appelle ça, les cultures continues, où là on essaye d'apporter en permanence des nouveaux nutriments et de vidanger l'excès de liquide pour faire une espèce de réacteur continu avec une entrée, une sortie et un volume qui est toujours le même. Et là, normalement, on est censé arriver à un régime permanent d'équilibre. Les bactéries se multiplient, il y en a qui, malgré tout, sont évacuées par le trop-plein, et donc on a une culture en équilibre dynamique. Quand on fait ce genre de culture continue, par exemple, on est amené à mesurer, à maîtriser le débit. Et là, il faut être quand même relativement précis, parce que sinon, on va soit déborder, soit vider le système. Et encore, on a des astuces pour pas trop que ça arrive, mais quand on cherche par contre à travailler en batch, généralement c'est beaucoup plus simple, c'est des ouvertures et fermetures, il n'y a pas besoin de beaucoup de précision finalement. Donc c'est pas forcément toujours critique d'être extrêmement précis. Je me rends pas compte, on parle de gros systèmes, enfin, tu vois à quel point le... Alors, on parle de quelques litres à quelques. Enfin, on est en train d'évoluer vers des systèmes à plusieurs dizaines de litres dans certaines applications, mais grosso modo, 3 à 10 litres typiquement. On fait des choses plus petites en laboratoire, mais les mobiliers urbains qu'on développe, par exemple, on est sur quelques litres. Ouais. Ok. Et du coup, c'est complètement... ça peut être un système qui est entièrement branché à rien, qui est complètement autonome, c'est ça le mot que je cherchais. Autonome, non, il faut quand même qu'on introduise un minimum de contrôle, hein, notamment ne serait-ce que pour le nettoyage et pour le remplissage. On a quand même des pompes, etc. Donc on essaye de réduire la consommation électrique, mais on est obligé d'avoir quand même une connexion électrique à notre système. On est aussi obligé d'avoir une connexion à de l'eau de ville, hein, tout simplement pour remplir, nettoyer nos cuves de culture. Je vois. Et alors donc du coup en fait c'est un dev hardware assez classique, ou est-ce qu'il y a quand même des je sais pas un type d'équipement spécifique que vous avez dû créer pour l'occasion ou... Alors c'est relativement classique, ce qui éventuellement est spécifique, c'est que oui, on a fait une carte électronique à un moment parce qu'on avait beaucoup de composants, beaucoup d'actionneurs, mais c'est plus pour éviter des problèmes de compatibilité électromagnétique qu'autre chose. En soi, on est sur des choses, enfin c'est de l'IoT quelque part, avec juste un grand nombre de composants dans le fond. Okay. À quel point est-ce que
les biologistes, je sais pas si on appelle ça des biologistes, mais à quel point cette partie-là de ton équipe influe sur l'équipe de dev? Alors, il y a d'abord les bioprocédés, hein. Pour moi, c'est vraiment l'interface avec la partie device réellement. C'est eux qui vont finalement nous donner un petit peu de spécification. Combien de temps il faut être dans telle ou telle phase de culture, à quel moment il faut vidanger, combien de temps finalement on met pour désinfecter complètement notre cuve. Tout simplement, si on ne désinfecte pas complètement, on va avoir ces problèmes de culture concurrentielle. Donc, ils nous donnent des spécifications essentiellement. Les microbiologistes, c'est un petit peu différent. Néanmoins, on travaille quand même un petit peu sur la partie device avec eux, puisque pour finalement suivre des cultures en laboratoire, on leur a fait des miniatures de nos systèmes. Et donc, finalement, ils nous donnent aussi un petit peu leurs spécifications. Ce qu'ils veulent, c'est avoir quelque chose de relativement reproductible. Alors là, pour le coup, on cherche la précision, on cherche la capacité à avoir le même résultat, idéalement 3 fois. Et donc, si on a un capteur de lumière qui, selon le flacon sur lequel on le met, va pas donner le même résultat, on va pas pouvoir comparer les cultures entre elles. Donc là, il y a besoin d'être plus dans le protocole. C'est un petit peu plus exigeant finalement que l'application mise à disposition du public, qui doit être beaucoup plus robuste, plus souple, où finalement c'est l'aspect visuel et l'œil est assez capable de s'adapter, donc il ne se rend pas forcément compte de quelle est l'intensité à tel ou tel moment. Il arrivera à s'adapter et à mettre une impression visuelle très similaire avec un facteur 2 ou 3 de lumière. Par contre, si vous mettez 2 flacons avec une intensité franchement juste 20-25% différente, il va le voir. Mais s'il n'a pas de référence, et en général on n'a pas de référence autour, c'est pas vraiment un problème. Et alors du coup, à quel point est-ce que je sais pas, les méthodes de travail des biologistes, ou je sais pas les paradigmes qu'ils peuvent utiliser, ou leur façon de concevoir les choses va changer aussi la façon qu'ont les devs de voir le monde ou voir leur travail? Il y a essentiellement le côté... Alors, les biologistes travaillent souvent un petit peu plus en qualitatif, mais ce qui est important, quelque part, c'est qu'ils sont habitués à comment dirais-je, à tenir compte des aléas qu'ils ont beaucoup plus fréquemment qu'en sciences dures, quelque part, hein. Et donc, quelque part, ils sont dans les laboratoires, ils sont extrêmement rigoureux sur certaines procédures. Parfois, ça semble à l'extrême, mais une stérilisation dans un laboratoire, c'est un système avec une autoclave, ou une autoclave, je ne sais jamais. Un autoclave, il me semble bien, qui donc va monter à 120 degrés le système. Donc on a de l'eau sous pression extrêmement chaude, de sorte d'éliminer les spores, etc. Et donc cette exigence de rigueur en laboratoire, on ne peut pas la retrouver sur des applications. Donc on est obligé de négocier avec eux d'une certaine manière un certain nombre d'exigences, et curieusement au contraire, ils sont parfois un petit peu moins ils sont un peu plus qualitatifs et moins exigeants sur des choses qui nous paraîtraient plus naturellement nécessaires, type l'intensité de la lumière, est-ce que c'est un facteur 2 ou pas, ça les importe peu, c'est plutôt le fait que la courbe soit un peu similaire. Donc il y a comment dirais-je, il faut vraiment traduire entre les deux mondes les niveaux d'exigence de chacun, et comprendre que en fait chacun n'a pas forcément la même attente, la même contrainte, et il faut arriver à faire fonctionner des gens comme ça qui ont finalement des attentes très très différentes, et ça c'est assez passionnant. Ouais. Mais du coup, en termes de conception, en termes d'architecture, ça reste du dev au final assez classique.
Pour la partie, partie dev, en tout cas, c'est relativement classique. Ouais. Mais avec juste cette exigence de robustesse de prévoir les coûts, d'avoir effectivement, c'est comme si on a plusieurs capteurs. D'ailleurs, ça, on a 2 capteurs de température pour le coup parce qu'on a une spécificité là-dessus. Mais en dehors de ça, c'est surtout s'adapter au fait que une culture bactérienne, elle peut partir au bout de 3 heures, 10 heures. Donc, il faut être capable d'avoir de la lumière au bon moment et donc prendre des marges. C'est vraiment ça qui fait la différence essentielle avec un développement classique où on sait que si on appuie à tel moment, il va se passer ça au bout de X millisecondes, secondes, heures, n'importe quoi. Mais en tout cas, on sait prédire. Là, on ne sait pas toujours prédire. Et il faut vraiment être capable de prendre en compte cette non-prédictibilité, ce côté aléa qui fait vraiment partie des choses, même quand ça marche. Ouais. Et donc, du coup, il faut que tu aies alors, peut-être pas forcément une armée de capteurs, mais il faut en tout cas que tu aies de quoi mesurer tes différentes steps pour savoir à quel moment tu peux passer à l'étape d'après, c'est ça? En fait, c'est pas totalement comme ça qu'on fait. On va plutôt essayer de trouver des conditions de culture, et c'est tout le travail des gens en bioprocédés, des conditions de culture qui permettent de se dire que si on lance une culture à tel moment, on sait que dans telle heure, normalement, la culture aura démarré et son intensité sera satisfaisante, quoi qu'il arrive. Donc on va essayer de prendre des marges et essayer de réfléchir à la conception pour que, même si le truc démarre franchement beaucoup plus lentement que d'habitude, c'est pas grave pour l'application. Ok, je vois. Et alors, donc, toi, du coup, qui est pourtant physicien ou physiciste? Non, physicien. Hein, Physiciste, c'est en anglais. Ouais. C'est en anglais, ouais. Toi qui, donc, à l'origine, est plutôt physicien et te orienté vers le dev, est-ce que tu penses que aujourd'hui, c'est plus ton côté physicien qui t'est utile au quotidien ou plutôt ton côté dev? Alors évidemment, pour discuter avec l'automaticienne de l'équipe, c'est plus facile d'utiliser le côté dev. Pour le reste, je dirais que la physique est quand même beaucoup plus proche de la biologie que le dev en général. Hein. On est sur des logiques finalement expérimentales qui sont plutôt dans la culture du physicien. Même si moi je suis plutôt un théoricien au départ, la notion d'expérience fait partie du cursus et de l'état d'esprit des physiciens. Et donc, même si les biologistes ont des approches différentes, on retrouve quand même la méthode scientifique, elle est toujours là. Ouais. Et est-ce que c'est un truc qui manque, d'après toi, dans les devs, cette méthode scientifique? Ce côté de validation, de recherche, de test, de peer review. Je suis pas sûr que ça manque tant que ça. Hein. Y a en fait, moi j'ai toujours trouvé que notamment tout ce qui est, que l'informatique en général était plutôt en avance sur les méthodologies. Alors la méthode scientifique, quelque part, le TDD, hein, Test Driven, on est un peu là-dedans. Hein. On est sur... on met des expériences en place et si l'expérience foire, si le test foire, c'est qu'il y a un bug. Donc pour moi, elle est déjà intégrée dans la culture et j'ai l'impression plutôt que les devs en général, l'informatique en général, c'est plutôt en avance. Un truc simple, c'est que j'ai réussi à mettre en place une méthode Scrum, alors adaptée, hein, dans une équipe qui est foncièrement constituée de tout sauf des devs, ou presque. Hein. Il y a une dev et le reste, c'est quand même des ingénieurs qui manipulent plutôt des fluides, etc. J'ai trouvé très très peu de littérature quand je me suis posé la question est-ce qu'on peut faire de l'agile avec des gens qui font pas de logiciel. Il y a des gens qui en font, mais c'est excessivement rare. Hein, et j'ai trouvé très très peu de choses. Et quand je me suis lancé là-dessus, j'étais vraiment pas sûr de mon coup. Je l'ai dit d'ailleurs à l'équipe, on va essayer un truc, on verra si dans quelques semaines ça donne rien, on laisse tout tomber. Et en fait, il y a beaucoup de choses à tirer de l'informatique en général. Hein. Je sais plus quel chercheur disait ça, mais finalement, l'informatique, c'est pas la science des ordinateurs. Enfin, c'est comme si on disait que l'astronomie, c'est la science des télescopes.
non, en fait, l'informatique, c'est plus générique que juste le matériel électronique qui va avec. Ouais. Et donc, du coup, tu as appliqué la méthode Scrum, non pas à des projets informatiques, mais à des projets de bio, du coup, au final? De développement de dispositifs lumineux, ouais. Ok. Ouais, et on ne savait pas trop ce que ça donnerait. Et objectivement, ça nous a plutôt surpris tous, hein, mais ça fonctionne avec des adaptations. Hein, parce que, par exemple, en dev, en général, les développeurs sont plus ou moins interchangeables sur les tâches. Là, quand il y a une tâche qui relève de maîtriser une notion de plomberie, l'automaticien moyen, il ne sait pas faire. Hein. Pareil pour le microbiologiste. Donc, il faut travailler un petit peu de manière un peu plus spécifique et les tâches, on ne peut pas les distribuer à n'importe qui. Il y a des profils qui peuvent faire une ou deux typologies de tâches, mais on ne peut pas les confier à n'importe qui. Donc, il faut adapter un petit peu la méthode. C'est la vraie différence avec ce que je pense voir fonctionner dans une équipe de dev classique qui fait du Scrum. Ouais. J'aime bien aussi l'image que tu as eu tout à l'heure de comparer le TDD à la démarche scientifique, parce que c'est vrai qu'au final, dans la méthode scientifique, tu es censé créer un protocole qui va confirmer ou infirmer ton hypothèse, et pas trouver une expérience qui va forcément confirmer ton hypothèse, ou faire une expérience au hasard et en détecter quelque chose après. Ce qui, au final, effectivement, c'est un peu le TDD, c'est que tu te dis, mon logiciel doit se comporter comme ça. Alors, à l'inverse, c'est que dans le dev, c'est qu'après, on fait en sorte que ça se comporte comme ça. Mais après, c'est peut-être un contournement qu'on peut tolérer, non? Alors, oui, alors je pense qu'on n'aurait pas cette philosophie-là avec la méthode scientifique actuelle. D'abord parce que le test, il sert aussi à verrouiller finalement un fonctionnement un fonctionnement de logiciel. Ouais, à chaque fois qu'on développe, on rajoute des couches, etc. Les tests sont là pour en garde-fou. Hein. Mais c'est des choses qu'on retrouve, moi je l'ai vu en pharma, hein, donc dans des situations assez différentes, où finalement la notion de test unitaire, on la retrouve, mais sur des appareils de mesure qui sont utilisés en laboratoire ou des instruments de production, où on s'assure que en fait, si le moteur il doit avancer de tant de mètres cette chaîne de production, il fait effectivement les mettre en question. Par contre, c'est des tests unitaires qui prennent quand même sensiblement plus de temps que le logiciel. Ce que tu évoquais aussi tout à l'heure sur la vraie utilité du dev dans ce monde-là, moi, ça me rappelle en fait à ce que mon premier maître de stage m'a dit quand j'étais encore tout jeune. Un sujet que j'évoque souvent sur ce podcast, donc les gens qui nous écoutent connaissent déjà, mais quand j'ai commencé mon stage, il m'a dit quasiment dans les premiers jours, c'est bien, tu as appris un outil, maintenant il faut que tu apprennes un métier. Parce qu'en fait, du coup, très vite, j'ai eu cette culture-là de me dire que le dev, en fait, c'était pas un métier en tant que tel, c'est un outil qui me permet de faire des choses derrière. Et donc, de ce que tu sembles aussi vivre, ou en tout cas expérimenter, je pourrais dire, c'est le cas aussi pour toi, cette vision comme quoi le dev est avant tout un outil qui te permet de l'appliquer aujourd'hui dans le monde de la biotech, mais demain peut-être ailleurs. Oui, moi d'expérience, dès que j'ai pu mettre du logiciel, j'en mets, mais ça a toujours été un outil et en fait il faut apprendre quasiment à chaque fois. Hein. Un sujet qu'on n'a pas encore évoqué, c'est la place de l'informatique dans la biologie aujourd'hui, par exemple. Quand je suis arrivé chez Glowy il y a 2 ans, la microbiologie, j'y connaissais quasiment rien. Objectivement, je savais vaguement ce que c'était qu'une bactérie, que ça pouvait se multiplier en se divisant, mais c'était à peu près tout. Pour discuter avec des biologistes, alors ils m'ont expliqué des choses, je me suis documenté, j'ai suivi un cours de biochimie en ligne sur Coursera ou EDX, je ne sais plus. Mais à un moment, j'ai trouvé une porte d'entrée extraordinaire qui est de la bioinformatique. Et la bioinformatique, c'est quoi? C'est en fait la manipulation de données de séquençage. Aujourd'hui, on est capable, de manière relativement précise, de lire un ADN d'un être vivant
plus ou moins quel qu'il soit, hein, que ça soit une plante, un arbre, enfin un être humain, mais aussi des bactéries, des levures, un peu toutes sortes d'êtres vivants, du moment que c'est une cellule, en gros, même des virus, hein, on sait faire. Et à partir du moment où on est capable de séquencer ça, c'est bien d'avoir une succession de lettres, hein, ACTG. Tout le monde a eu ces cours-là en lycée, mais qu'est-ce qu'on en fait? Et en fait, les gens de la bioinformatique vont être capables de découper par des algorithmes plus ou moins empiriques par moment, mais qui marchent quand même pas trop mal, qui arrivent à découper ces grandes suites de plusieurs millions de bases nucléiques, hein. Je crois qu'il y en a 5 millions là, dans la bactérie préférée du laboratoire, en quelques milliers de gènes, hein. Je crois qu'on est à 4 ou 5 000 gènes à peu près dans la bactérie. Donc il faut être capable de savoir où couper le grand ruban de l'être, savoir le lire. Il faut savoir que c'est une double hélice. Il y a des bouts qui se lisent dans un sens, des bouts qui se lisent dans l'autre sens, et c'est pas toujours évident de deviner dans quel bout, par quel bout et à quel endroit il faut découper finalement pour comprendre ça. Et puis de fil en aiguille, je me suis aperçu, parce que je voulais savoir un peu ce qu'on pouvait en faire, hein, du séquençage. J'en suis arrivé à découvrir qu'aujourd'hui, on sait modéliser le réseau métabolique d'un être vivant, au moins de bactéries, mais même d'êtres humains. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on sait deviner quelle est la fonction d'un gène en comparant ce gène avec des bases de données existantes. À partir de ces bases de données, on sait que le gène qui a été référencé, il code pour une réaction biochimique, hein. En gros, pour simplifier, un gène, c'est plus ou moins une protéine qui souvent sert à catalyser une réaction biochimique. Et donc on sait qu'en assemblant toutes ces réactions biochimiques, c'est un réseau, hein, vraiment, c'est un graphe de réactions. On sait si tel organisme, notre bactérie, elle est capable de produire les acides aminés, les vitamines, etc. Et quand il manque un truc, souvent c'est qu'il faut lui fournir dans son milieu de culture. Et ça, je trouve ça absolument prodigieux. C'est quelque chose qui n'était pas possible il y a 10 ans, qui commence vraiment à se démocratiser et de manière relativement fiable. Et c'est vraiment un outil qui, moi, m'a permis d'apprendre la biologie. Quand il y a un trou dans ces réseaux, parce qu'il y a un gène qui n'est pas bien expliqué dans telle ou telle base de données, on est obligé de se dire est-ce que ce gène manque, ou est-ce que ce gène est présent mais codé différemment? Et là, il faut parler avec des biologistes et aller leur dire en fait, quelle expérience on pourrait mettre en œuvre pour savoir si ce gène est présent. Et voilà, enfin, il y a du coup un dialogue entre cette bioinformatique et cette modélisation métabolique et les biologistes. On peut leur parler d'expérience et de théorie, alors que la théorie, finalement, en biologie, elle est très très récente quelque part. Les grandes lignes, on les connaît, les biologistes font des petits dessins pour dire voilà, telle protéine va se coller à tel machin, etc. Mais arriver à faire des prédictions quantitatives, ça c'est quand même très très récent pour moi. Et bref, en tout cas, le dialogue entre les devs, finalement, parce que c'est une forme de dev, hein, aussi, ça, et les biologistes, on est qu'à ces balbutiements aujourd'hui. Ouais. Mais après, c'est vrai qu'il y a une perméabilité de l'informatique aujourd'hui qui est absolument partout. C'est vrai que dans le monde de la recherche scientifique au global, toi qui es physicien, le LHC, c'est quand même aussi il y a un nombre de données qui est absolument colossal. C'est aussi, tu vois, une capacité à creuser ces données, à analyser des capteurs d'une sensibilité quand même assez folle. Et puis on a le James Webb Telescope aussi qui vient de partir, qui nous prend des photos absolument phénoménales. Pareil, tu vois, il y a quand même une capacité de l'informatique aujourd'hui à traiter un volume de données colossal qui permet effectivement à beaucoup de domaines scientifiques d'avoir des avancées
impressionnantes, quoi. Ouais, et puis en parlant du LHC en particulier, c'est certainement un lieu où on a le produit le plus de données par seconde et où il y a eu des développements spécifiques qui ont créé des algorithmes pour traiter cette quantité fulgurante de... je crois que on parle de téraoctets par seconde. Hein. Enfin, et il faut pas juste les transmettre, il faut en faire quelque chose. Donc ça crée des algorithmes vraiment. Enfin, il y a des développeurs qui sont... enfin, il y a du code qui est fait spécifiquement pour ces grandes masses de données. La biologie, c'est sans doute une source de grosses données aussi, pas encore aussi rapide, mais on va certainement voir une révolution dans les 10 prochaines années grâce à tout ce que la biologie peut produire comme données, et notamment au niveau médical. Je suis persuadé que dans 10 ans, on fera plus la médecine comme on l'a fait aujourd'hui. Ouais. Après, tu vois, quand on parle de ce volume de données, je sais pas si tu as vu, mais il y a quelques jours, le James Webb Telescope, ils ont sorti une nouvelle photo avec des millions et des millions de galaxies qui sont prises en photo dessus, avec un niveau de qualité qui est quand même inégalé jusque-là. La communauté scientifique dit qu'ils en ont pour plusieurs décennies pour analyser juste cette photo-là, en fait, qui est quand même assez colossale. Et au final, quand tu retraces ce que tu évoquais tout à l'heure sur cette connaissance du génome, en fait, dans la bio, ça a commencé il y a longtemps, ce traitement de... Parce que, comme tu le disais, en fait, le génome humain, c'est quand même beaucoup de données qu'il faut réussir à traiter, à analyser. Il faut réussir à comprendre que telle séquence, elle est un peu différente chez un tel, mais en fait, c'est le même gène et compagnie. Enfin, donc, ce traitement de massif d'informations, il a commencé il y a un petit moment, parce que le génome, c'est 82, quelque chose comme ça, je crois. Un peu plus tard, je dirais, mais... Alors, je connais pas suffisamment l'histoire de la biologie pour être précis là-dessus. Hein. Mais en fait, je pense que ce qui freine un peu aujourd'hui, et encore c'est en train de s'accélérer, mais ce qui freine finalement la biologie, c'est essentiellement la notion de preuve expérimentale que tel ou tel gène fait telle ou telle chose. Et on ne peut pas se passer d'expérience, et c'est ça qui prend le plus de temps. Ce qu'on fait de plus en plus vite, par contre, c'est effectivement le séquençage. Ça, il y a plein de startups qui sont en train de travailler sur des technologies pour améliorer et rendre plus fiables ces séquençages. Il y a beaucoup de progrès qui se font. On utilise des nouvelles technologies à base de microfluidiques pour aller plus vite avec des... et là, il y a beaucoup de belles physiques aussi et de belles chimies dans ces machines-là. Mais ce qui souvent manque, c'est pas forcément ça, c'est plutôt la capacité à vérifier le fonctionnement. Ce qu'on sait aujourd'hui, là, il y a comment ça s'appelle, AlphaFold, hein, je crois, l'algorithme enfin, c'est l'intelligence artificielle qui est capable de prédire le repliement de protéines, qui est un problème extrêmement complexe, et AlphaFold a été bien meilleur que tout ce qui se faisait avant, et à tel point qu'aujourd'hui dans les bases de protéines, quand on n'a pas la structure cristallisée de la protéine expérimentale, on met à la place la prédiction d'AlphaFold qui est a priori plutôt fiable. Impressionnant. Si jamais parmi nous, il y a parmi les auditeurs, des gens qui veulent se lancer dans la biotech ou réussir à mettre le pied dedans, est-ce que pour toi, c'est plus important d'avoir une compétence de dev, parce que c'est ce qui manque le plus dans ce monde-là, ou au contraire, vaut mieux avoir une compétence de biologiste et savoir faire un peu de Python, ça suffit? Alors, il y a un petit peu des deux. Hein. Aujourd'hui, les bioinformaticiens, c'est souvent des biologistes qui ont manipulé un peu de Python. Ça existe beaucoup. Je ne sais pas si c'est vraiment suffisant aujourd'hui pour faire quelque chose de vraiment original. C'est presque devenu déjà un petit peu courant, ce type de choses. On en trouve un petit peu partout dans les laboratoires. Et je ne m'attends pas à ce que ça soit eux qui fassent... Bien sûr, ils ont leur rôle, hein, mais c'est pas forcément d'eux que j'attendrai les grandes révolutions. Je m'attends plutôt à ce que ça soit des gens qui potentiellement aient des capacités à imaginer
des algorithmes. Il faut bien imaginer que manipuler des données aussi massives, ne serait-ce que visualiser quelque chose d'intelligent sur un génome pour essayer de comprendre s'il a été manipulé ou finalement de quelle espèce se rapproche telle ou telle autre. Ça peut se faire avec des moyens de bioinformatique entre guillemets classiques, mais je m'attends à ce qu'il y ait beaucoup de choses qui se développent pour faciliter leur travail. Et c'est des gens qui utilisent un peu comme en data science, ils sont utilisateurs d'algorithmes, ils ne sont pas développeurs d'algorithmes. Et je pense que c'est plutôt de ceux qui développeront des nouvelles approches algorithmiques que viendront les vraies révolutions. Ok, je vois. Merci beaucoup Stéphane pour cette discussion. Avant de terminer, j'aurais 2 questions pour toi, qui sont un peu les questions rituelles du podcast. La première, c'est est-ce qu'il y a une ressource, un contenu que tu aimerais partager? Ça peut être un livre, un film, une série, une chaîne YouTube, ce que tu veux. Alors, comme j'ai parlé avant de modèles métaboliques, ce qui me vient aujourd'hui, c'est peut-être ce qui m'a mis sur la voie de cette approche logicielle. Hein. C'est, alors le thème, c'est la biologie la biologie des systèmes, c'est ça le terme, et en particulier il y a plusieurs écoles là-dedans, mais celle qui m'a intéressé en particulier c'est celle donc de la modélisation métabolique, et il y a un site qui s'appelle alors je sais plus comment ça s'appelle, mais la base de données s'appelle BIGG. On trouve ça sur un site américain, et en gros c'est une ressource qui recense des modèles d'un certain nombre d'organismes. Alors le classique Escherichia coli des biologistes, mais on trouve aussi des modèles de certains animaux, je crois, de certaines cellules animales et même de l'être humain. Et donc on peut trouver pas mal d'informations là-dessus, et en tout cas des modèles qui fonctionnent. Ils ont aussi développé il me semble que c'est eux qui ont développé la librairie Python qui permet de manipuler ce genre de modèle, CobraPy. Okay. Et voilà, ça peut être une ressource intéressante pour ceux qui en voudraient en savoir plus. En tout cas, c'est peut-être la première. Alors c'est pas celle que j'utilise le plus souvent, mais n'empêche que c'est celle qui m'a permis de rentrer là-dedans. Fascinant. Écoute, on mettra les liens en description pour ceux qui veulent aussi plonger dedans. Et pour terminer, j'aurais une dernière question pour toi. Est-ce que tu es plutôt espace ou tabulation? Alors, moi, c'est clairement tabulation. Je vais peut-être me faire des ennemis, mais... Très bien. Mais voilà. Merci beaucoup, Stéphane. Merci, à bientôt. Et merci à tous d'avoir écouté cet épisode. Voilà, j'espère que vous a peut-être donné envie d'aller vous consacrer à la biologie ou de rouvrir vos cours de biologie. Je sais que certains, dont moi, ça leur ferait du bien en tout cas de les rouvrir, parce qu'il y a effectivement plein de choses à apprendre, donc j'irai fouiller un petit peu cette base de données Big que tu évoquais pour voir si ça me met aussi le pied à l'étrier. Comme d'habitude aussi, je vous remercie à tous de partager ce podcast autour de vous. On est en train de préparer une série d'épisodes assez spéciale pour cet été. Alors ça peut vous paraître loin, mais on s'y prend tôt cette année pour faire des trucs cool. Donc j'espère que ça vous plaira. Donc voilà, partagez bien ce podcast autour de vous, si possible, le plus longtemps possible, mais avant l'été, parce qu'il y aura une série d'épisodes assez sympa qui devrait arriver. Voilà pour tout ça, je vous remercie beaucoup, je vous souhaite une très bonne fin de semaine, je vous dis à la semaine prochaine, et d'ici là, codez bien. Merci d'avoir écouté cet épisode de If This Then Dev, et merci à toute mon équipe de Cosa Vostra à la production de cet épisode. Merci aussi à Alan, Ada, Linus, Bill, Steve et Steve de nous avoir ramenés jusqu'ici. Si ce podcast vous a plu, committez-vous en vous abonnant, déployez-le autour de vous, et vous pouvez aussi nous faire une petite code review en nous laissant 5 étoiles sur votre plateforme de podcast préférée. La conversation continue bien sûr avec vous sur Twitter, LinkedIn, Facebook, Instagram, chacun sa techno, @ifthisdendev ou @bibir, B-I-B-E-A-R. Vous retrouverez aussi tous nos épisodes sur notre site ifttd.io. Et enfin, si vous avez besoin d'une agence pour vous accompagner ou si vous souhaitez rejoindre une équipe tech passionnée et passionnante, écrivez-moi sur bruno@cosavostra.com. Merci à tous.